Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un monument de la littérature, La Curée d'Émile Zola. Mais attention, on ne va pas se contenter d'une simple fiche de lecture, ce serait bien trop facile. Non, ce qu'on va faire, c'est enfiler la blouse du scientifique pour entrer directement dans le laboratoire de Zola. On va disséquer son roman pour comprendre son projet un peu fou, utiliser la littérature comme un véritable outil d'expérimentation sociale. Alors prêt, c'est parti pour une plongée au cœur de l'expérience Zola. Et si un roman était une expérience scientifique? La question peut paraître étrange et pourtant elle est la clé pour tout comprendre chez Zola. Essayons de voir les choses sous cet angle. Oublions un instant l'idée d'une histoire qu'on lit juste pour se divertir, imaginons plutôt un laboratoire. L'auteur serait le scientifique, il prend des personnages, ses cobayes, il les place dans un environnement très précis, un milieu, et puis il observe. Il regarde comment ils réagissent, comment ils se transforment, un peu comme un biologiste le ferait avec des spécimens. Eh bien ce projet un peu fou, c'est exactement celui de Zola. Et cette méthode scientifique porte un nom, le naturalisme. L'idée de base, pour Zola, c'est que l'être humain n'est pas complètement maître de son destin. Il est déterminé par deux grandes forces. D'abord, l'hérédité, tout ce qui vient de la famille, les traits de caractère, les prédispositions, ce que Zola appelle parfois les tares. Ensuite, il y a le milieu, l'environnement social, l'époque, la classe sociale dans laquelle on grandit. Pour que ce soit plus clair, Zola utilise souvent l'image de la plante. L'hérédité, c'est la graine. Le milieu, c'est le sol, le climat. Une même graine ne donnera pas la même plante si elle pousse dans un terreau fertile ou sur un caillou. Pour Zola, avec les humains, c'est pareil. Et ça, ce n'est pas juste une interprétation. Zola le dit lui-même, noir sur blanc. Écoutons ce qu'il écrit. « Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. » Les mots sont dingues, non? Il ne parle pas d'inspiration ou d'imagination. Il parle de résoudre une question, comme un problème, et de suivre un fil qui conduit mathématiquement. On est en plein dans le vocabulaire de la science. Zola se voit comme un enquêteur qui cherche les lois cachées derrière nos comportements. Bon, maintenant qu'on a la méthode, il faut un lieu pour l'expérience. Le scientifique a besoin d'un laboratoire. Pour Zola, ce laboratoire, c'est Paris. Mais attention, pas un Paris de carte postale. On parle du Paris du Second Empire, une ville en pleine mutation, en pleine ébullition. Le milieu parfait pour son expérience. On est sous Napoléon III, à l'époque des fameux travaux du baron Haussmann. Imaginez un peu le tableau. On rase des quartiers médiévaux entiers pour percer les grands boulevards qu'on connaît aujourd'hui. Et qui dit destruction et reconstruction dit spéculation immobilière. C'est une véritable fièvre de l'or. Des fortunes se font et se défont en quelques mois, littéralement sur les décombres de l'ancien Paris. Dans cette ambiance, il n'a plus qu'une seule obsession, l'argent. Et il y a cette phrase, prononcée par le personnage principal, Aristide Saccard, qui résume tout. En regardant la ville, il s'exclame « Oh, vois, il pleut des pièces de 20 francs dans Paris ». Pour lui, la ville n'est plus qu'un distributeur de billets géants, un trésor à piller. Et c'est exactement ça, la curée. Le mot, à l'origine, c'est le moment après la chasse où l'on donne les entrailles de l'animal au chien. C'est une image de dépeçage, de ruée sauvage. Pour Zola, le Paris d'Haussmann, c'est ça, une immense curée. Pour nous faire sentir le choc entre l'ancien et le nouveau, Zola compare deux bâtiments. D'un côté, l'hôtel Béraud, celui de la vieille aristocratie, tout y est grave et noir, austère, silencieux. Et juste en face, l'hôtel Saccard, celui des nouveaux riches. C'est tout l'inverse, un ruissellement de sculptures, un bâtard opulent de tous les styles. C'est le bling-bling du 19e siècle, une richesse tape à l'œil, presque vulgaire. Vous voyez, chez Zola, le décor n'est jamais neutre. L'architecture est le miroir de l'âme des personnages. Mais Zola n'est pas dupe. Derrière cette façade de modernité et de luxe, il y a une violence inouïe. Il décrit Paris comme un corps vivant qu'on est en train d'opérer sans anesthésie, qu'on éventre. Il parle des entrailles blafardes des maisons détruites. C'est une vision quasi chirurgicale. Il nous rappelle que derrière le luxe des nouveaux boulevards, il y a la misère des milliers de gens expulsés. Le progrès a un prix, et ce sont souvent les mêmes qui le payent. Voilà, le laboratoire est prêt. Le milieu est installé. Maintenant, il est temps d'introduire les cobayes. Et chez Zola, on ne parle pas vraiment de héros ou d'héroïnes. On parle de sujets d'étude, de spécimens qui sont le pur produit de leur hérédité et de leur environnement. Alors, qui sont-ils? D'abord le prédateur, Aristide Saccard. Il faut savoir que son vrai nom est Rougon, et les Rougons sont marqués par une soif inextinguible de pouvoir et d'argent. C'est son hérédité. Zola utilise d'ailleurs un vocabulaire entièrement animalier pour le décrire. Il a le flair des oiseaux de proie, des appétits de loup. C'est une bête féroce lâchée dans la jungle parisienne, prête à tout dévorer pour s'enrichir. Face à ce prédateur, il faut une proie. Ce sera Renée, sa très jeune épouse. À la base, Renée n'est pas foncièrement mauvaise. Mais une fois plongée dans le Paris de Saccard, elle est complètement façonnée, ou plutôt déformée par ce milieu. Baignée dans un luxe qui finit par l'écœurer et un ennui mortel, elle perd toute volonté et devient un simple pion.
Zola dit qu'elle est une mise de fonds, un investissement dans la stratégie de son mari. Sa chute sera le résultat le plus tragique de l'expérience. Et pour compléter ce trio, voici le produit final, Maxime, le fils de Saccard. Lui, c'est le symbole de la dégénérescence. C'est comme si l'hérédité déjà chargée de son père avait été aggravée par le milieu malsain dans lequel il a grandi. Zola le décrit sans pitié. C'est un être lâche et mou, avec un sourire de fille. C'est le fruit pourri de cette société malade, le résultat de la rencontre entre l'appétit féroce du père et l'oisiveté corrompue du milieu. Le décor, le milieu, les personnages cobayes, tout est en place. Maintenant, Zola peut lancer l'expérience. Il va mettre ses personnages dans des situations bien précises, des scènes clés qui vont agir comme des révélateurs. Ce sont les moments cruciaux de son protocole, là où la vérité des personnages va enfin éclater. Premier lieu d'expérimentation, la serre de l'hôtel Saccard. C'est un endroit absolument capital. Ce n'est pas un simple jardin, c'est un écosystème artificiel, une jungle tropicale reconstituée en plein Paris avec une chaleur moite, étouffante. Et c'est dans cette atmosphère surchauffée que va naître la passion interdite entre René et son beau-fils Maxime. Pour Zola, la serre agit comme un catalyseur chimique. Ce milieu clos et malsain fait exploser les pulsions les plus primaires. Deuxième moment de vérité, le bal masqué. Un grand classique de la vie mondaine. Mais Zola, lui, il gratte le vernis de l'élégance. Et qu'est-ce qu'il trouve en dessous? La barbarie. Il décrit le buffet non pas comme une réception, mais comme un pillage. Les invités, cachés derrière leur masque, se jettent sur la nourriture comme une meute affamée. Le masque fait tomber les conventions sociales et révèle la vraie nature de cette société. Une jungle. Le bal, c'est une autre version de la curée. Et on arrive au point culminant, la chute finale de René. Zola la résume en une image absolument glaçante. Saccard avait dégrafé le corsage et Maxime avait fait tomber la jupe. La métaphore est d'une violence. Saccard, le père, par son argent et son luxe, a préparé la corruption morale de René. Maxime, le fils, n'a plus qu'à finir le travail. C'est la destruction d'une femme, orchestrée par le père et exécutée par le fils. René est dépouillé, au propre comme au figuré, de toute sa dignité. Après la chute vient le moment de la prise de conscience, la fameuse scène du miroir. René se regarde et elle comprend enfin le rôle qu'elle a joué. Elle réalise qu'elle n'a jamais été une personne, mais juste un objet. Un enjeu pour son mari, ou pire, ce louis tombé de la poche du spéculateur, une simple pièce de monnaie que Maxime a ramassée. L'image est terrible. C'est le bilan de l'expérience. Dans ce monde, les êtres humains ne sont plus que des marchandises. L'expérience touche à sa fin, les résultats sont là, il est donc temps pour le scientifique Zola de rédiger son rapport, de livrer son verdict. Alors, quelles sont ses conclusions sur cette société du Second Empire? Le verdict est sans appel. Le mécanisme de la chute est d'une logique implacable. On prend un milieu, Paris, gangréné par la fièvre de l'argent. On y ajoute l'hérédité, des personnages avec des appétits féroces comme Saccard ou une faiblesse morale comme Maxime. On mélange le tout. Le résultat, il est inévitable. Une décomposition morale générale. Une société où tout s'achète et se vend. L'équation de Zola est résolue. Mais attention, si Zola n'était qu'un scientifique, il écrirait des essais de sociologie, pas des romans. C'est aussi et surtout un artiste immense. Il a une formule pour expliquer sa méthode, il pratique l'hypertrophie du détail vrai. Ça veut dire qu'il part toujours de la réalité, d'une observation exacte. Mais ensuite, il grossit le trait, il amplifie, comme si on regardait à travers une loupe. Et ce grossissement permet au réel de devenir un symbole. La serre n'est plus une serre, elle est le symbole des passions destructrices. Partir du vrai pour atteindre le symbole. C'est là tout le génie de Zola. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question pour nous, aujourd'hui. Zola a disséqué son époque avec une lucidité féroce. Mais s'il revenait maintenant, avec son scalpel et son carnet de notes, s'il appliquait sa méthode naturaliste à notre monde du XXIe siècle, que décrirait-il? Quels seraient nos curés modernes, nos propres fièvres spéculatives? La question reste ouverte, bien sûr. Et c'est ce qui prouve que lire Zola, ce n'est pas juste étudier le passé. C'est aussi un outil incroyablement puissant pour comprendre notre présent.